Bonsoir tous, comment allez-vous en cette fin de semaine? Moi, ça va très bien. Je voulais vous remercier d'avoir répondu à mon sondage sur ma chaîne YouTube en rubrique communauté. J'avais proposé du coup deux choix, donc soit j'allais commencer une playlist et lire donc un livre qui s'appelle Triskelion. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un livre fantastique et j'ai beaucoup aimé donc les intrigues et tout ce qui s'est passé dedans. Donc je voulais partager ça un petit peu avec vous, mais vous aviez le choix aussi avec une nouvelle playlist sur les champions de League of Legends, et c'est League of Legends en fait qui a eu le plus de voix. Donc aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo sur un champion de League of Legends. D'ailleurs, c'est les Worlds en ce moment, il me semble, donc ça tombe plutôt bien. Je pense qu'on va se faire plaisir. Moi-même, je vais découvrir des champions de League of Legends, des histoires que je n'ai pas lues. Donc voilà, on va se faire plaisir. Je ne sais pas pour quelle équipe vous êtes d'ailleurs pour les Worlds. Moi, c'est les T1, bien entendu. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire pour quelle équipe en fait vous soutenez pour ces Worlds. Aujourd'hui, donc, ça ne sera pas une histoire sur mon serveur, donc Life4Death. Je crois que je vais faire du coup un dimanche sur deux. C'est-à-dire qu'un dimanche, vous aurez une vidéo sur mes histoires, donc Life4Death. Et l'autre dimanche, ça sera donc sur un champion de League of Legends. Voilà. J'espère que ce concept vous plaira, qu'on passera de bons moments tous ensemble. N'hésitez pas aussi pour la prochaine vidéo du coup de la playlist League of Legends à me dire quel champion aimeriez-vous connaître. Donc quel champion aimeriez-vous écouter l'histoire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je choisirai celui qui revient le plus en fait dans les commentaires. Voilà. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est parti pour la première histoire du champion League of Legends et on part sur celle de Yasuo. Je commencerai d'abord par sa biographie pour que vous puissiez un peu mieux comprendre donc l'histoire qui suivra. Enfant, Yasuo croyait généralement ce que les autres disaient de lui. Au mieux, que son existence était une erreur de jugement. Au pire, qu'il était une catastrophe impossible à réparer. Cela faisait mal, mais contenait une part de vérité. Sa mère était veuve et élevait déjà un jeune fils quand l'homme qui allait devenir le père de Yasuo s'engouffra dans sa vie comme un vent d'automne. Et comme l'automne, il repartit au moment où le manteau blanc de l'hiver ionien commençait à envelopper la petite famille. Bien que le demi-frère de Yasuo, Yon, fût tout ce qu'il n'était pas, respectueux, prudent, consciencieux, tous deux étaient inséparables. Quand les autres enfants se moquaient de Yasuo, Yon ne manquait jamais de le défendre. Mais chez Yasuo, la détermination palliait le manque de patience. Quand Yon commença son apprentissage à la célèbre école d'armes du village, le jeune Yasuo le suivit et attendit sous l'appui de la mousson jusqu'à ce que les professeurs cèdent et lui ouvrent la porte. Au plus grand déplaisir de ses pairs, Yasuo montra un remarquable talent et devint l'unique élève qui attira l'attention de l'ancien Suma, dernier maître de la légendaire technique du vent. Le vieil homme vit le potentiel que possédait Yasuo, mais l'élève impulsif refusa sa tutelle, restant libre comme un tourbillon. Yon implora son frère d'oublier son arrogance et lui donna une graine d'érable, qu'on considérait à l'école comme le plus grand symbole d'humilité. Le matin suivant, Yasuo accepta de devenir l'apprenti de Suma, ainsi que son garde du corps. Quand la nouvelle de l'invasion noxienne gagna l'école, certains voulurent s'inspirer du baroud d'honneur du Placidium de Navori, et il n'y eut bientôt plus un homme valide dans le village. Yasuo voulait participer aussi au combat, mais tandis que ses frères et ses camarades partaient se battre, il reçut l'ordre de rester pour protéger les anciens. L'invasion devint une guerre. Par une nuit pluvieuse, les tambours de marche de l'armée noxienne se firent entendre de la plus proche vallée.
Yasuo abandonna son poste dans l'idée absurde qu'il pouvait inverser le cours de la guerre. Mais il ne vit aucune bataille, seulement un tombeau à ciel ouvert pour des centaines de cadavres noxiens et ioniens. Quelque chose de terrible, de surnaturel était survenu ici, quelque chose qu'une seule lame n'aurait pu arrêter. La terre elle-même en semblait souillée. Dégrisé, Yasuo retourna le lendemain à l'école. Les autres élèves l'y accueillirent en l'encerclant, leurs armes hors du fourreau. L'ancien Suma était mort et Yasuo fut accusé de son meurtre. Il réalisa que le véritable assassin échapperait à la justice s'il n'agissait pas rapidement. Il s'enfuit alors à coups de sabre, bien qu'il sût que cela confirmerait sa culpabilité. Désormais fugitif dans une Ionia ravagée par la guerre, Yasuo se mit en quête de tous les indices qui pourraient le mener au meurtrier. Pendant ce temps, ses anciens alliés le traquaient sans relâche, le forçant continuellement à combattre pour échapper à la mort. Il était prêt à payer ce prix jusqu'au jour où il fut retrouvé par celui qu'il redoutait le plus d'affronter, son propre frère Ion. Liés par l'honneur, ils tournèrent un moment l'un autour de l'autre. Quand le combat commença enfin, la magie du vent de Yasuo fut supérieure à l'escrime double de Ion, et ce dernier fut mortellement touché en un seul éclair d'acier. Yasuo le supplia de lui pardonner, mais les derniers mots de Ion furent pour dire que les techniques du vent responsables de la mort de l'ancien Suma n'étaient connues que de lui. Puis il se tut, avant de mourir sans avoir pu prononcer les mots de l'absolution. Privé de maître et de frère, Yasuo erra dans les montagnes, l'âme désolée, tâchant de noyer dans l'alcool la douleur de la guerre et du deuil. Il était désormais une lame sans fourreau. Là, dans la neige, il fit la connaissance de Thalia, une jeune shurimienne, adepte de la magie des pierres qui avait fui l'armée noxienne. Yasuo découvrit en elle une élève inattendue et en lui un maître plus improbable encore. Il lui apprit la voie de la magie élémentaire. Acceptant enfin l'enseignement de l'ancien Suma, il devint le vent qui aiguise le roc. Leur monde changea lorsqu'ils entendirent parler de l'avènement à Shurima d'un empereur-dieu. Yasuo et Thalia se séparèrent, mais il lui remit auparavant sa graine d'érable. Il avait appris sa leçon. Tandis que la jeune fille retournait dans son désert natal, Yasuo se mit en route vers son propre village, déterminé à réparer ses torts et à retrouver le véritable assassin de son maître. Entre les murs du tribunal, on apprit que la mort de l'ancien Suma avait été un accident, déclenché par une noxienne en exil nommée Riven. Cette dernière en éprouvait les plus vifs remords. Néanmoins, Yasuo ne parvenait pas à s'absoudre du choix qu'il avait fait d'abandonner son maître, et pire encore, des décisions qui avaient finalement entraîné la mort de Ion. Il finit par se rendre au festival de la fleur spirituelle de Welle, même s'il doutait de l'efficacité de ses rituels de guérison. C'est au festival qu'il fit face à un Asakana, une créature démoniaque cherchant à se nourrir de sa souffrance et de ses regrets. Cependant, un voyageur masqué intervint et pourfendit la créature. Yasuo se rendit compte qu'il s'agissait de son frère, Ion. Yasuo craignait que son frère veuille se venger, et il fut surpris de recevoir une amère bénédiction. N'ayant plus aucune raison de rester dans les terres premières, Yasuo s'est embarqué dans une nouvelle aventure, sans savoir où elle le mènera. Seul le sentiment de culpabilité pèse sur le libre vent. La source des pleurs est un jeune garçon, 6 étés, peut-être 7. Il me tourne le dos, assis en tailleur, face à un grand arbre à sève. Les pleurs se transforment en reniflements et en hoquets bruyants. Je m'arrête à la lisière des arbres avant de me retourner pour observer l'ombre de la route en contrebas. Le soleil de midi, impitoyable, darde ses puissants rayons sur le pré
où se trouve le garçon. Il n'a pas l'air blessé. La clairière est dégagée, sans protection. Nul n'a besoin de toi. Continue ta route. La voix résonne avec clarté dans ma tête, bien que je ne l'ai pas entendue pour de vrai depuis bien longtemps. Je m'éloigne, mais fais aussitôt volte-face lorsque j'entends un profond soupir rauque, suivi de nouveaux sanglots étouffés. Une fois à 3 épées de distance, j'annonce ma présence en marchant sur une branche morte. Le garçon sursaute. « Désolé, Théo, je ne voulais pas. » Ses excuses précipitées sont étouffées par la manche qu'il utilise pour essuyer ses larmes. Il s'arrête net en me voyant. Il recule si rapidement que son dos se cogne contre l'arbre. « Émeille a déjà payé la fraternité, » balbutie-t-il. « Je ne jouais pas sur la route. » Ma main se pose automatiquement sur la poignée de mon épée lorsque j'entends le nom du groupe. Le garçon me regarde fixement, ses pleurs se muent en une série de halètements profonds. Évidemment, il pense que je suis un de ces bandits de Navori, que je suis venu lui extorquer quelque chose. Il pense que tu es un criminel. Je lâche mon épée et fais de mon mieux pour paraître plus amical. Non, je ne suis pas avec la fraternité, dis-je. J'ai entendu des bruits depuis la route, on aurait dit que quelqu'un avait des soucis. Le garçon essuie une nouvelle fois ses joues trempées avec sa manche, essayant sûrement de reprendre contenance face à cet étranger. « Une idée de qui il s'agit ?» lui demandai-je. L'enfant commence à faire non de la tête, mais la vérité s'échappe rapidement de ses lèvres. « C'était moi, » avoue-t-il d'une voix empreinte de honte. Je voulais simplement jouer avec. » Il montre quelque chose du doigt. Coincé dans les plus hautes branches de l'arbre se trouve un vieux cerf-volant de festival dont les queues de soie battent au gré du vent. C'est celui de Théo. Ses yeux se remettent à pleurer. Il me montre ses pommes, couvertes de sève, de terre et d'écorce. J'ai essayé de grimper à l'arbre, mais il est trop haut. Théo va vraiment m'en vouloir. Il m'avait dit de ne pas faire ça. Un instant passe avant que je ne murmure ma réponse. Les frères disent souvent ça. Il y a un petit tas de terre battue devant le garçon. Je m'agenouille et déblaye la couche supérieure pour dévoiler une noix d'arbre à sève fraîchement germée. Ma émeille est une tisseuse de bois. Moi, j'apprends. J'ai cru que... Le garçon baisse la tête, embarrassé par son idée. Faire pousser ne serait-ce qu'un arbrisseau demande bien plus qu'un après-midi de travail. Je me retiens de sourire. Ton effort est admirable. Le regard du garçon s'attarde sur les bords cannelés de mon épaulière. Ce motif ne vient pas de notre village, dit-il prudemment, ni du village de la vallée voisine. Je me rends à Welle, dis-je. J'ai voulu gagner du temps en empruntant la route noxienne, même si je dois dire que la pierre est un peu rude pour les pieds. J'essaie de sourire, mais l'idée que les Noxiens puissent nous laisser quoi que ce soit de valeur transforme mon expression en grimace. « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» demande-t-il. Je regarde le cerf-volant coincé dans les hautes branches. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas grimpé à un arbre, gamin. « Joab, dit-il. Je m'appelle Joab. » Je lui tends la main, hésitant à donner mon nom en retour. Cela fait trop longtemps que je ne l'ai pas prononcé sans en avoir honte. « Vas-y, on t'a donné de pires noms. »« Yasuo, » dis-je avant de l'aider à se redresser. Je quitte l'ombre de l'arbre et retourne dans la clairière ensoleillée pour avoir une meilleure vue. La journée est chaude et tranquille. Je ferme les yeux afin de mieux percevoir les petits courants d'air qui s'attardent dans le pré. Une légère brise se lève, dégageant les mèches de cheveux de mon visage. J'aimerais pouvoir souffler dessus pour le faire tomber. Le tissage de bois
Ça sert à rien, grommelle Joab en fronçant les sourcils et en regardant tour à tour le cerf-volant et la graine. Avant, il y avait un ancien qui pouvait contrôler le vent, mais il est mort. Son apprenti pouvait aussi, mais Aimé dit qu'il est dangereux et qu'il a tué l'ancien. J'attrape l'épée à ma taille, tout en dégainant l'arme. Je concentre ma magie. Des tourbillons de vent s'enroulent autour d'elle et se rassemblent en volutes de plus en plus serrées. La poussière et les feuilles mortes dansent sur la lame jusqu'à ce que je façonne le tourbillon selon mes désirs et que je le relâche d'un mouvement du poignet. La force, invisible, frappe l'arbre de plein fouet. Le tronc frémit sous l'impact. Les branches tremblent comme si un esprit invisible s'élevait à travers elles sans atteindre le cerf-volant. La soie colorée s'envole doucement et dérive lentement jusqu'à ma main tendue. La bouche du garçon est grande ouverte, mais il la referme bien vite. La peur est de retour. « C'est vous ?» demande-t-il. « L'apprenti de l'ancien ?»« Touyonia sait ce que tu es. » Joab regarde la route de la forêt comme s'il s'attendait à voir quelqu'un arriver pour m'arrêter. « Vous vous êtes échappé, murmure-t-il. Je fais non de la tête. « Ils vous ont relâché alors, je veux dire, on vous a gracié. » On ne peut pas me pardonner un crime que je n'ai pas commis. C'était un détail technique, mais je le dis avant que la voix dans ma tête ne puisse dire quoi que ce soit. Mais tu as tué les autres. J'inspire profondément. Je me concentre sur la brise qui me caresse le dos et sur le cerf-volant que je tiens dans la main pour repousser ses souvenirs. Joab réfléchit longuement. Alors qu'il s'apprête à poser une nouvelle question, un morceau de métal à l'orée de la forêt reflète le soleil. Je lève ma lame par réflexe avant de découvrir le sosie de Joab, peut-être un peu plus âgé, portant un outil agricole attaché à une longue corde. J'abaisse vivement mon arme, mais c'est trop tard. Peur et méfiance s'installent dans le pré. Trop prompt à réagir, trop lent pour t'arrêter. Rien n'est jamais assez bien pour lui. Toute ma vie, en résumé. Le frère de Joab nous observe. Il ne quitte pas la sécurité de la lisière de la forêt. Joab, appelle l'aîné. Joab le rejoint en courant sans discuter, mais il s'arrête lorsqu'il voit l'outil et la corde. J'utilise la légère brise pour m'efforcer de les entendre. « Théo, pourquoi tu as ça ?» demande Joab qui s'énerve en comprenant ce qui se trame. « Tu savais que j'allais prendre le cerf-volant ?» Je secoue la tête, bien sûr qu'il le savait. Les grands frères savent toujours ce que vont faire leurs cadets. « Oui, tu fais toujours l'inverse de ce que je te dis, Joab, » répond l'aîné sans me quitter des yeux. « Qui est-ce » Joab se retourne vers moi, puis se penche pour murmurer quelque chose à l'oreille de son frère. Les yeux de Théo s'écarquillent un moment, puis se détendent avant de prendre un air méprisant. « Émail dit que c'est l'heure de manger, » dit Théo en se retournant pour partir. Joab lui attrape le bras pour essayer de le ralentir et murmure à nouveau quelque chose à son oreille. J'essaie de faire taire le vent qui m'apporte leurs mots afin de ne pas les entendre, mais c'est trop tard. « Non, il ne peut pas venir, » dit Théo. « C'est un Xiri. » Xiri. Le mot me prend à la gorge alors que le vent s'immobilise autour de moi. Un Xiri est quelque chose d'indésirable, un malheur apporté par des étrangers ou par la cupidité. Une petite peste qui suit les grands frères partout où ils vont. Le soleil tape fort, il chauffe ma lame dans son fourreau. J'ai entendu ce mot toute ma vie. Nul n'a besoin de toi. Continue ta route. Je me prépare mentalement avant de me diriger vers les deux frères. Écoute le gamin, dis-je à Joab en lui tenant le cerf-volant en soie. Ton grand frère sait ce qu'il y a de mieux pour toi.
Avant que l'un des deux enfants ne puisse répondre, je reprends ma route.